Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Héloïse Macaron, je suis interne de psychiatrie dans le service du professeur Lançon et je travaille actuellement dans le centre expert schizophrénie et dépression résistante sous la direction du docteur Font. Dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter une partie des résultats de l'enquête nationale Amadeus, qui porte vraiment sur la dépression chez les travailleurs de santé. En première partie, on va voir les facteurs professionnels et individuels de la dépression chez les soignants et ensuite des résultats sur la dépression majeure non traitée chez les travailleurs de la santé. Donc, on commence par la dépression chez les soignants, résultat de l'enquête nationale Amadeus, facteurs professionnels et individuels de la dépression chez les soignants. C'est un article du coup qui est paru dans l'Encéphale en juin 2022. Pour commencer, je vais vous rappeler que le travail, c'est vraiment un déterminant social majeur de la santé physique et mentale. Les facteurs liés à l'emploi tels que les salaires, les heures de travail, la charge de travail, les interactions avec les collègues et les superviseurs et l'accès aux congés payés ont un impact sur le bien-être des travailleurs, de leur famille et de leur communauté. La première vague de pandémie du Covid-19, elle a vraiment été suivie d'une vague de méta-analyses qui faisait état de taux élevés de dépression chez les travailleurs de santé. Il y a une tendance à la hausse de 0,5% par an qui a été signalée à partir de 2015, associée à une augmentation de l'absentéisme, à une baisse de la productivité et de la qualité des soins. Les auteurs ont conclu que la population des travailleurs de la santé était à risque de dépression professionnelle en raison de facteurs professionnels spécifiques. L'enjeu, c'est de déterminer ces facteurs qui pourraient permettre d'identifier les leviers les plus efficaces pour endiguer ce phénomène. Il y a des facteurs de risque qui sont déjà connus de la dépression, déjà ceux concernant l'environnement de travail avec la vitesse de travail, la quantité, la complexité, l'intensité, fragmentation, imprévisibilité, la latitude décisionnelle et le soutien social, l'absentéisme, le présentéisme, l'intimidation soutenue au travail et évidemment l'harcèlement sexuel et la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. On sait aussi qu'il y a des comportements qui sont à risque pour la santé, comme le surpoids, l'obésité, le tabagisme, la consommation dangereuse d'alcool, l'activité physique insuffisante et la réduction du sommeil. Il y a un vrai débat sur le rôle du burn-out. Est-ce que ça a un rôle causal dans l'apparition de la dépression? Est-ce qu'il y a un chevauchement entre burn-out et dépression? Donc au final, c'est un cercle vicieux qui concerne vraiment tout le service public. Si on a une pénurie de personnel, on va avoir une augmentation du taux de burn-out, du coup les gens vont partir, du coup l'institution va se retrouver encore plus en difficulté pour faire face. Donc l'objectif, c'est vraiment d'établir la prévalence de la dépression, en sachant que les soignants sont à risque de dépression. Actuellement, quand on a quelqu'un qui est en arrêt pour un burn-out, vu que ce n'est pas une maladie professionnelle et que il est considéré comme une personne fragile, ce n'est pas la faute de l'employeur. Du coup, la question c'est, est-ce que les conditions de travail influencent directement les risques de dépression chez les soignants? Et si oui, lesquels? Est-ce que ça a une influence directe sur tout le monde ou que chez les personnes vulnérables? Donc l'objectif de cette étude, c'était de mesurer la prévalence de la dépression chez les travailleurs de la santé à l'ère post-Covid-19 et de déterminer son association avec des facteurs professionnels et individuels et des comportements à risque pour la santé. Donc, c'était une enquête transversale qui a été menée dans les établissements de santé publics et privés français au niveau national en France entre le 2 mai 2021 et le 30 juin 2021. Les critères d'inclusion, c'était des agents de santé diplômés qui travaillaient actuellement dans un établissement de santé public ou privé. Ils n'ont pas inclus les soignants qui travaillaient dans leur bureau privé, vu que le but, c'était d'évaluer l'environnement de travail. Et ils ont utilisé une échelle de dépression du Centre d'études épidémiologiques. Donc, pour établir cette analyse statistique, ils ont utilisé un modèle d'équation structurale, c'est-à-dire qu'on a des liens directs entre des facteurs professionnels, les facteurs individuels et les conduites à risque avec le risque de dépression. Mais il y a aussi des liens indirects qui passent par les comportements à risque pour la santé. Par exemple, si quelqu'un est en burn-out, il va plus fumer. Du coup, ça va induire plus de dépression, non seulement par lien direct, mais aussi par lien indirect. Donc, les résultats concernant la prévalence de la dépression parmi les travailleurs de santé, la plupart des taux de dépression se situaient entre 18 et 43%. Donc, on peut voir que chez les médecins, on est à 31, plus de 31%. L'âge moyen, il est relativement homogène selon les professions, c'est 40 ans, plus ou moins 5 ans. Sauf que pour les cadres et directeurs de santé, où là, c'est des âges plus âgés, entre 49 et 50 ans. L'âge, il est comparable au final à la dépression dans la population générale. Il y a plusieurs facteurs de risque qui ont été significativement associés à une dépression. Donc, parmi les facteurs professionnels, il y a une partie de ceux qu'on a cités au début, avec la complexité, l'intensité élevée, la fragmentation, l'imprévisibilité élevée,
la faible latitude décisionnelle, le faible soutien émotionnel des collègues, les horaires aléatoires, le travail plus long que prévu au moins une fois par semaine, les brimades soutenues au travail, le burn-out et l'absentéisme. Dans les facteurs individuels démographiques, on a l'âge avancé, le sexe masculin, l'absence d'un partenaire à la maison, le fait d'être un aidant naturel, l'antécédent de dépression majeure récurrente. Et parmi les comportements à risque pour la santé, c'est ce qu'on connaît, le tabac, l'alcool, l'activité physique faible et la réduction du sommeil. Un petit mot juste sur le burn-out qui est considéré du coup avec trois symptômes. C'est vraiment l'épuisement émotionnel avec une dépersonnalisation et un manque d'accomplissement personnel. Aucun département et aucune catégorie professionnelle n'était significativement associé à la dépression dans ces analyses multivariées. Donc, quels facteurs ont le plus d'impact au final sur la dépression? C'est vraiment les facteurs professionnels qui ont eu l'effet total le plus important, suivi des effets individuels. Tous les facteurs inclus dans ce modèle, ils avaient un effet direct sur le risque de dépression, avec les facteurs professionnels qui avaient la plus forte association. Et concernant l'effet indirect, là encore, c'est les facteurs professionnels et individuels. Les principaux facteurs professionnels impliqués, c'était le burn-out, le harcèlement moral soutenu au travail, la faible attitude décisionnelle. Et après exclusion du burn-out du modèle, les autres estimations, au final, elles sont quand même restées robustes. Donc, on voit qu'il y a vraiment un taux élevé de dépression parmi les professionnels de santé, entre 29 et 32%. Ces taux élevés de dépression, ils vont vraiment continuer probablement d'avoir un impact sur la capacité du personnel de santé à fournir des soins efficaces, ce qui est préoccupant vu du contexte sanitaire actuel. Un tiers des travailleurs de la santé sont susceptibles de souffrir de dépression. La dépression, elle va avoir un fort impact sur la productivité, l'absentéisme et la qualité de soins aux patients. On a une augmentation du coup franche chez les infirmières, 24% en 2021, 29% dans cette étude, et les médecins, 25% en 2021, 31% dans cette étude. On voit qu'il y a eu quand même un déploiement de divers programmes de bien-être dans les hôpitaux, mais ils ont été vraiment insuffisants pour enrayer l'épidémie de dépression chez les soignants. Pourquoi? Parce que ces programmes de bien-être, ils ciblaient les comportements à risque pour la santé, par exemple des options alimentaires saines, des réductions pour la salle de sport, l'exercice physique sur place, etc. Mais au final, on a vu que ces facteurs-là, ils avaient qu'un effet modéré sur la dépression. Et en plus, ça ne convient pas forcément toujours aux professionnels de santé. L'encouragement du personnel à faire de brèves siestes au travail est souvent absent de ces programmes, malgré les preuves que cela peut améliorer la productivité et réduire l'épuisement. Le soutien émotionnel et professionnel des supérieurs, il est moins susceptible de réduire la dépression que le soutien émotionnel des collègues. Du coup, c'est vraiment quelque chose à cibler et ça pourrait être une stratégie plus efficace. L'amélioration de l'organisation du travail peut avoir un meilleur effet pour prévenir la dépression et donc s'assurer que l'organisation, la planification et la coordination des soins sont faites à un niveau élevé et susceptibles d'aider. Le burn-out et les brimades continues sur le travail, ce sont eux qui ont les associations les plus fortes avec la dépression parmi les facteurs professionnels. Et garder à l'esprit que le burn-out, c'est toujours pas reconnu par la CIM et c'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Il y a aussi eu une absence d'association entre le travail de nuit et la dépression, ce qui a été confirmé par d'autres études. Il y a des numéros verts, un numéro vert qui a été mis en place depuis 2016 en recours pour les soignants et pour les internes, on pourrait citer le SOS SAIHM à Marseille par exemple. Donc les forces de cette étude, c'est que c'est la première étude qui combine l'association de facteurs professionnels individuels et de comportements à risque pour la santé et qui explore la prévalence de dépression post-Covid-19 chez ces travailleurs. Mais il y a eu aussi une limitation du biais de participation parce que le titre de l'enquête ne mentionnait pas la dépression. Du coup, on a une sous-estimation possible du taux. Les salariés en arrêt, ils n'ont pas reçu l'étude, par exemple. Les limites, c'est que c'est un plan transversal. Du coup, forcément, on n'a pas de relation causale. Le calcul du taux de participation précis, il est impossible parce qu'il y a une diffusion de cette étude par les directeurs de santé. L'effectif de certaines professions était très insuffisant et il y a des choses quand même importantes qui n'ont pas été prises en compte, comme le temps de transport quotidien ou la pénurie de main-d'œuvre. Ensuite, toujours issu de cette enquête nationale Amadeus, on va voir un peu plus en détail la dépression majeure non traitée chez les travailleurs de la santé. L'objectif, c'était de déterminer la proportion de travailleurs de la santé recevant un traitement adéquat, donc des antidépresseurs pour leur épisode dépressif. Et ensuite, on cherchait la proportion de facteurs de risque évitables de dépression chez ces soignants déprimés, déterminer si ceux qui travaillent dans les services de psychiatrie ont de meilleurs résultats par rapport aux autres et savoir si c'est les mêmes résultats parmi toutes les catégories professionnelles. Donc là, c'était surtout infirmiers, aides-soignants, cadres de santé et médecins. Donc ici, ils ont comparé les soins des soignants déprimés travaillant dans un service de psychiatrie VS hors service de psychiatrie.
Donc on voit que les soignants qui travaillent en psychiatrie ont plus de consommation d'antidépresseurs, plus de consommation d'anxiolytiques, plus de consommation d'hypnotiques. Ils sont en général plus suivis en psychiatrie, ils fument plus et il y a plus de consommation à risque d'alcool. Il y a eu des analyses de sous-groupes qui ont montré que certaines professions pouvaient avoir des taux plus élevés de mauvaises habitudes de vie. Par exemple, les médecins ont plus de consommation dangereuse d'alcool, alors que les infirmières, les infirmiers ou infirmières, aides-soignantes et les cadres de la santé ont des taux plus élevés de tabagisme. Et l'obésité est 2 fois plus élevée chez les non-médecins que chez les médecins. Donc en conclusion, les taux élevés de dépression semblent être vraiment un problème persistant qui devrait être traité comme une priorité de santé publique. C'est un vrai signal d'alarme pour les responsables des politiques de santé afin qu'ils s'attaquent au mauvais état de santé des travailleurs de la santé. Il y a plusieurs interventions qui sont possibles. Améliorer les problèmes d'organisation et de planification, réduire le harcèlement soutenu au travail, renforcer le soutien émotionnel entre collègues et favoriser la sieste au travail et les psychothérapies individuelles et collectives qui ont prouvé leur efficacité dans la prévention de la dépression, pas seulement de la relaxation ou de la gestion du stress. Donc au final, notre question du début sur est-ce que les conditions de travail influencent directement les risques de dépression chez les soignants, est-ce que ça a une influence directe chez tout le monde ou que chez les personnes vulnérables? La réponse c'est que oui, les conditions de travail ont une influence directe et si en plus ça va être une personne qui a des facteurs de risque individuels, ça va majorer ce risque. Donc la dépression c'est une vulnérabilité, mais ce n'est pas la causalité forcément du burn-out. Près de 80% des soignants déclarent avoir des antécédents d'épisodes dépressifs majeurs, mais seulement 23% ont reçu une prescription d'antidépresseurs au moment de l'enquête et 13% ont eu un suivi psychiatrique. Donc ces résultats, ils vont vraiment fournir un point de départ pour développer des interventions efficaces pour améliorer la santé mentale des travailleurs de la santé à long terme. La diffusion d'outils de détection de la dépression majeure, les programmes de déstigmatisation de la dépression et des antidépresseurs, la promotion de l'activité physique, la perte de poids, l'arrêt du tabac et la réduction de la consommation d'alcool, ce sont des stratégies prometteuses pour améliorer la prise en charge de la dépression majeure chez les soignants. Je vous remercie de votre attention.